Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Europe, le dernier de cette année 2018. Au programme notamment ce mois-ci, une brasserie locale située en Seine-et-Marne. La brasserie Pachamama produit près de 2000 litres de bière par semaine. Son succès ne cesse de s'accroître depuis ses débuts il y a 2 ans. Et pour pouvoir tenir le rythme de la demande, ces 2 jeunes créateurs ont profité du soutien financier du Fonds européen agricole pour le développement rural. 20 000 € en tout pour acheter de nouvelles cuves. C'est l'objet de notre reportage dès le début de cette émission. Dans la deuxième partie de ce 7-8 Europe, enregistré au Parlement européen de Strasbourg, interview d'Alain Lamassoure, ancien membre des Républicains. Nous évoquerons avec lui les élections européennes à venir, mais aussi et surtout des questions liées à l'évasion et l'optimisation fiscale. Alain Lamassoure est membre d'une commission spéciale sur le sujet au Parlement européen. Et puis vers la fin de cette émission, nous avons nos rendez-vous habituels avec une date qui a marqué l'histoire de l'Europe et plus particulièrement l'Europe de la défense ce mois-ci et la comparaison européenne consacrée à la lutte contre le virus du sida. Vous allez sûrement en boire quelques-unes pendant cette période de fin d'année. La bière reste un incontournable à l'heure notamment de l'apéritif et désormais, à côté des grandes marques classiques, les bières locales ont su se faire une place. On en dénombre près de 1000 aujourd'hui en France. Paris et sa région n'échappent pas au phénomène. En Seine-et-Marne, 2 passionnés de la forêt de Fontainebleau ont lancé leur bière locale il y a 2 ans face au succès rencontré depuis. Et pour répondre à la demande, ils ont dû faire appel au Fonds européen. Reportage au cœur de la brasserie Pachamama. Il n'y a finalement que le nom de leur brasserie, référence à une tradition sud-américaine qui n'a pas une sonorité locale. Sinon, Boris et Sylvain l'assurent, ici tout est hommage à la forêt de Fontainebleau et à sa région. Fontainebleau, le nom de la bière écrit en 2 mots, rappelle non seulement la ville mais surtout la forêt. Puis on a une grosse communauté de grimpeurs qui viennent du monde entier en fait dans la région au beau jour pour profiter de l'escalade et trouvent directement les boissons faites pour leur activité en rapport avec leur activité. Voilà. 5B, 6B, 7A. Ça correspond à 5 degrés blanche, 6 degrés blonde et 7 degrés ambrée. Le grimpeur, lui, va avoir des niveaux d'escalade différents. Une bière artisanale avec 50% de grès d'orge locaux et des attributs sportifs. C'est donc la promesse de cette brasserie seine-et-marnaise. Une brasserie qui séduit les clients et professionnels. Ouverte il y a 2 ans seulement, le succès ne s'est pas fait attendre. Les néo-brasseurs ont dû très rapidement augmenter les rythmes de production. À l'ouverture de la brasserie, on a fait une fête à l'extérieur et on a vendu quasiment la totalité des 2 mois de production qu'on avait préalablement fait en 15 jours de temps. Donc on avait commencé à brasser sur les 4 cuves qui se trouvent derrière moi. Et suite à cette ouverture et au succès des bières, mais on a décidé de racheter tout de suite 2 nouvelles cuves, 2 mois après, autour du mois de décembre 2016, janvier 2017. 4, 6, puis désormais 12 cuves. Les litres de bière comme les capsules s'écoulent rapidement. Pour faire face à la demande, les 2 amis ont dû solliciter le soutien de fonds européens, une enveloppe de 20 000 € au total, grâce à laquelle ils ont pu investir dans du matériel. On a également bénéficié d'aide pour acheter cette grosse machine-là, qui est une embouteilleuse, donc qui va nous permettre d'embouteiller 1000 litres de bière en 3 heures de temps, chose pour laquelle il nous fallait avant 10 à 12 heures, c'était des journées interminables. Clairement, si on n'avait pas eu les fonds européens à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas investi de la même manière. Ça nous a permis d'investir un peu plus rapidement. Les investissements réalisés permettent aujourd'hui à la brasserie Pachamama de produire jusqu'à 2000 litres de bière par semaine. À quelques jours de Noël, une nouvelle offre est aussi disponible, un calendrier de l'après, l'occasion d'allier plaisir et local pendant les fêtes, sans abus, bien sûr. Et les fonds européens, nous allons continuer à en parler avec notre invité en plateau, François Morton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier adjoint au maire de Guyancourt.
On a l'habitude dans cette émission de recevoir des chefs d'entreprise, des entrepreneurs pour parler des fonds européens, eux qui ont bénéficié des fonds européens. Mais les collectivités aussi peuvent en bénéficier. Votre ville, par exemple, dans le cadre de l'accès au numérique et à l'informatique, si j'ai bien compris, Guyancourt cherche à réduire la fracture numérique et sociale des personnes qui n'ont pas accès aux outils numériques et informatiques. Oui, absolument. Alors, les espaces publics numériques sur la ville de Guyancourt existent depuis une petite dizaine d'années. Ils étaient au nombre de 2, l'un a fermé dans le quartier des Saules. Et puis, on s'interrogeait sur le projet du deuxième, qui est situé dans le quartier prioritaire du Pont du Routoir. Et c'est vrai qu'à l'appel d'offres de ces fonds européens, on a pu présenter un dossier qui nous a permis à la fois de pouvoir le financer, puisque cet espace public numérique était, on va dire, un peu en danger pour des raisons budgétaires, mais surtout de pouvoir restructurer, de retravailler le projet autour effectivement de cette fracture numérique dont on parle parfois, mais qui peut être parfaitement réelle sur certains territoires. Et donc ça consiste en quoi concrètement quand on se présente sur place, quand on assiste à ces ateliers, ces cours-là? Alors, il y a plusieurs modalités. J'ai envie de dire d'abord de l'accueil libre, parce que je crois que c'est important de maintenir cet accueil libre. Vous savez que tout le monde n'est pas au même niveau face au numérique. Donc certains peuvent déjà être très autonomes, mais avoir besoin simplement à l'accès d'équipements. Et puis d'autres ont besoin d'être accompagnés, d'autres types de publics, d'autres personnes ont besoin d'être accompagnés. Nous avons une personne effectivement qui travaille à temps complet sur l'animation de cet espace public numérique au travers d'ateliers thématiques, par exemple autour de démarches administratives. Oui, beaucoup de choses aujourd'hui se passent sur Internet. Et surtout que si on ne maîtrise pas les outils informatiques, ça peut être un cercle vicieux qui se met en place. On n'a pas accès à l'emploi. En tout cas, c'est souvent recherché de connaître Internet et ses outils. Tout à fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Ken Loach, moi Daniel Blake, qui était... alors certes, ça se passe au Royaume-Uni, mais ça décrivait assez bien ce parcours du combattant, de quelqu'un qui a un vrai problème par rapport à l'accès au numérique. Effectivement, beaucoup de démarches maintenant se font par l'intermédiaire du numérique. Au travers de la recherche d'emploi, vous en avez parlé, mais tout ce qui est démarche autour de la CAF, par exemple, voire pour des parents simplement avoir le suivi de leur enfant au collège au travers d'un certain nombre de logiciels de suivi de scolarité, par exemple. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir à la fois donner l'accès simple, j'ai envie de dire, au matériel, mais aussi d'apprendre et d'être formé. Est-ce que vous avez pu remarquer peut-être à Guyancourt un lien entre, on va dire, inégalité sociale et cette fracture numérique? Est-ce que c'est le même public qui est concerné par les deux? Alors, très souvent, on peut avoir des représentations. Alors, c'est vrai que nous sommes situés, l'espace public numérique est situé dans le quartier prioritaire du Pont du Routoir, et on peut avoir la représentation que ces disparités peuvent être liées aux professions, au CSP, etc. Mais ça n'est pas le seul paramètre. Le paramètre d'âge est de plus en plus important. Un jeune de 20 ans n'est pas sensibilisé de la même manière au numérique qu'un senior de 70 ans, c'est évident. Et pourtant, ces personnes ont encore besoin de faire, et de plus en plus, de démarches. On peut avoir le paramètre de genre. En fonction de la répartition des tâches, par exemple, au sein de la cellule familiale, on peut avoir effectivement des disparités entre hommes et femmes. Et donc, c'est aussi un moyen, effectivement, d'amenuiser un petit peu, d'amoindrir un petit peu ces inégalités. Et donc, ça concerne tout le monde, ça peut aider tout le monde, et ce jusqu'au 31 décembre 2019. Merci François Morton d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint au maire de Guyancourt. Merci à vous. On reste dans cette thématique numérique et Europe avec la liste des lauréats du programme de la Commission européenne Wi-Fi for UE. 8 communes d'Île-de-France vont en bénéficier, dont celle de Rochefort en Yvelines. Ce programme vise à aider financièrement ces communes à installer des accès Wi-Fi dans leurs bâtiments et espaces publics. Chacune d'entre elles devrait percevoir jusqu'à 15 000 € au titre de l'année 2018. Le programme sera reconduit en 2019. On passe à présent à la deuxième partie de cette émission. Vous en avez l'habitude, elle est enregistrée au Parlement européen. Notre invité pour l'interview politique est Alain Lamassoure, membre de la droite européenne et spécialiste des questions liées à l'optimisation et l'évasion fiscale. Les scandales ne manquent pas en Europe depuis quelques années. LuxLeaks, Panama Papers ou encore Paradise Papers, pour ne citer que.
Depuis le Parlement européen de Strasbourg, nous sommes maintenant avec Alain Lamassoure. Bonsoir. Bonsoir. Eurodéputé d'Île-de-France, vous êtes membre du PPE, le Parti populaire européen, on va dire la droite européenne pour schématiser. Vous avez confirmé récemment que vous ne serez pas candidat en mai prochain aux élections après 24 ans de mandat en qualité d'eurodéputé. Pourquoi une telle décision? Est-ce qu'il y a une usure psychologique et intellectuelle après presque 25 ans passés ici? Je ne dirais pas usure, mais il y a la loi de la vie et il y a un moment où il faut savoir passer le flambeau à la jeune génération. Et je crois que la très jeune génération est très très européenne. Moi j'appartiens à une génération qui est née à la fin de la guerre et qui avait un attachement affectif considérable vis-à-vis du projet européen, de la construction européenne, parce que l'Europe ça voulait dire la réconciliation franco-allemande, la paix. Donc ça méritait qu'on y consacre sa vie. La génération des quinquas, aujourd'hui, ils n'ont pas le même attachement affectif. Par contre, leurs enfants, la génération qui a 20-25 ans, maintenant, c'est les enfants Erasmus. C'est la génération Erasmus. C'est le 21e siècle. Ils découvrent que pour profiter des formidables opportunités de ce siècle, et notamment les nouvelles technologies, le nouvel art de vivre, et puis faire face aux formidables dangers de ce siècle, il faut ou bien on est européen, voilà, ou bien on est européen ou on l'est pas. Et donc ils se sentent à nouveau européens. Et donc mon rôle, c'est de transmettre mon savoir-faire et de laisser la place aux jeunes. Votre nouvelle vie doit vous mener notamment à occuper un observatoire de l'enseignement de l'histoire de l'Europe. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus? De quoi s'agira-t-il? C'est encore un projet. C'est un sujet très délicat. C'est de compétence de chaque pays. Chaque pays enseigne l'histoire qu'il veut, comme il veut, à ses enfants. Mais nous partageons des valeurs communes, nous partageons la Charte européenne des droits fondamentaux, nous sommes des démocraties, nous sommes des États de droit, et grâce au projet européen, nous avons réconcilié nos pays. Et nous devons éviter à tout prix, après avoir réalisé ce miracle qui est la réconciliation entre nos pays, on a eu, il y a encore quelques semaine des images émouvantes à l'occasion de la commémoration de l'armistice, ça serait quand même fou que nous formions dans nos collèges et nos lycées une nouvelle génération de nationalistes. Or, si on assiste depuis quelques années à une résurgence du discours de haine, c'est parce qu'on ne raconte pas assez l'histoire, ou en tout cas mal? C'est parce qu'en effet, dans certains pays on ne raconte pas assez l'histoire, dans d'autres on raconte une histoire qui est une propagande nationaliste. Ça, c'est pour, on va dire, les citoyens de demain. Revenons peut-être au présent, avec cette histoire européenne. On a l'impression, vous qui êtes eurodéputé depuis 25 ans, je le disais, presque 25 ans, vous avez connu la chute du mur de Berlin, toutes les évolutions du vieux continent. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe est sur le mode retour en arrière, montée des nationalistes, des partis eurosceptiques, un de ses membres qui va quitter le navire, si je puis me permettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment-là, que l'Europe recule aujourd'hui, que l'idée européenne recule, ou alors que c'est une crise passagère et qu'il faut se serrer les coudes et attendre que ça passe? Le besoin d'Europe est de plus en plus partagé par les citoyens européens. Malgré la montée des partis qui critiquent l'Europe ouvertement? Oui, ils montent, mais ils sont minoritaires partout. Et vous savez, en France, il ne faut pas se faire d'illusions. La force de montée pourrait être majoritaire aux prochaines élections. Non. Vous n'y croyez pas? En aucun cas. En aucun cas. Il faut bien voir que, paradoxalement, les citoyens européens sont en majorité beaucoup plus européens que leurs dirigeants nationaux. Ce qui bloque aujourd'hui les progrès de l'Europe, c'est que les dirigeants nationaux ne veulent pas franchir le pas. Je vous donne un exemple. Ils ne veulent pas perdre de leur pouvoir à eux pour le confier je vous donne un exemple. Le problème migratoire. Moi, ça fait des années que je dis... Le seul moyen de maîtriser à peu près les flux migratoires qui vont continuer, ça va être une caractéristique du XXIe siècle, parce que nous assistons à une formidable explosion démographique en Afrique et le taux de croissance de l'Afrique ne peut pas suivre le taux de la natalité. Si nous voulons maîtriser cela, maîtriser ce phénomène, en avoir les avantages et pas les inconvénients, nous ne pouvons le faire qu'à l'échelle européenne. C'est une évidence. Cette évidence est partagée par 90% des citoyens. Sauf que nous avons des partis xénophobes, nationalistes, parfois racistes, qui systématiquement s'opposent à tout ce que fait l'Europe, parce que c'est l'Europe, ok ? Et nous avons
des citoyens qui sont tout à fait favorables, qui sont tout à fait conscients, mais des dirigeants qui voudraient avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que oui, on voit bien que pour être efficace, il faudrait que l'Europe s'en mêle, mais je ne veux pas que ce soit des policiers européens ou des douaniers européens qui gardent mes frontières à moi. Il y a un moment où il va falloir franchir le pas, et je dirais que de ce point de vue, l'année qui vient et les résultats des élections européennes qui viennent seront déterminants. La problématique, c'est aussi que les élections européennes n'attirent pas les foules. On le sait, l'abstention, c'est 60% en moyenne. Qu'est-ce que vous diriez, vous, rapidement, par exemple, avec votre expérience, pour pousser les électeurs du mois de mai à se déplacer et à aller voter? Et moi, je crois puisqu'ils sont si européens que ça. Tout simplement, c'est vous qui allez décider du choix de monsieur ou de madame Europe. Parce oui, que nous sommes maintenant... Le parti qui va en tête des élections européennes mettra sa tête de liste en tant que président de la Commission européenne. Évidemment. C'est ce qui s'est passé la dernière fois, mais à part TV78, aucun grand média national ne l'a dit, en France. Et donc les Français ne savent pas que le président de la Commission européenne aujourd'hui, monsieur Europe, disons, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, c'est eux qui l'ont élu. Mais cette fois-ci, je crois que ça se présente sous de meilleurs auspices. Le Parti populaire européen a élu un Allemand. Donc, a élu. Votre avis sur M. Weber? Manfred Weber. Il est le président du groupe parlementaire du PPE au Parlement de Strasbourg. C'est un bon parlementaire. C'est un homme qui est jeune, qui a 46 ans. Il n'a pas d'expérience gouvernementale, mais... C'est pas un problème, ça, selon vous, pour diriger, on va dire, le gouvernement de l'Union européenne? Il vaut mieux quelqu'un qui ait effectivement une expérience... Puis M. Weber n'est pas non plus très bavard, on va dire, devant les médias. Ça risque pas non plus les socialistes... il sera bon devant les médias, je ne m'inquiète pas. Les socialistes ont eux-mêmes choisi M. Timmermans, qui est actuellement le premier vice-président de la Commission, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais, polyglotte, très remarquable. Les centristes et les Verts choisiront un peu plus tard leur candidat. Si on continue à parler du présent et montrer l'importance aussi de l'Europe pour ces élections européennes, prenons un sujet qui vous a beaucoup occupé sur la dernière mandature, sur cette mandature, c'est la fiscalité dans le sillage des différents scandales, LuxLeaks, Paradise Papers, Panama Papers. L'Europe, le Parlement européen s'est saisi de ces sujets-là. Est-ce que vous diriez qu'en 4 ou 5 ans, vous en avez assez fait, qu'aujourd'hui on a un système qui permet d'éviter efficacement l'évasion fiscale? Non. Dommage, j'aurais pu faire un argument pour les élections européennes. Oui, mais au moins c'est franc. Oui. Non. On n'a pas assez fait. Si votre question, c'est que vous avez fait assez. Non, on n'a pas assez fait. Mais en 4 ans, on a plus fait avancer qu'en 50 30 ou 40 ans. Ouais, oui, c'est clair. Pourquoi? Parce que les sujets fiscaux, ça reste de compétence nationale. L'Union européenne ne peut intervenir que s'il y a des dispositions fiscales dans un pays qui peuvent fausser le grand marché au bénéfice des acteurs du pays concerné. C'est le cas, et c'est là que les scandales sont utiles. Malheureusement, on agit que dans des périodes de crise ou face à des scandales. C'est le cas en ce qui concerne l'imposition des entreprises, notamment des multinationales, parce qu'il est apparu qu'avec la mondialisation de l'économie, les multinationales profitaient des différences de fiscalité, notamment à l'intérieur de l'Union européenne, pour échapper à la quasi-totalité de l'imposition pour les bénéfices qu'elles réalisent en dehors des États-Unis ou en dehors de leur état de naissance, si je puis dire. Alors, le Parlement européen, en bonne coopération avec la Commission européenne, le commissaire Moscovici et l'OCDE, a mis en place une commission d'enquête que j'ai présidée, fait des propositions rendant obligatoire l'information mutuelle des administrations fiscales des États membres sur la façon dont les multinationales sont imposées dans chacun des États membres, et surtout travailler sur une proposition d'impôt sur les sociétés qui serait un impôt européen définissant de la même manière dans tous les pays, pour tous les secteurs économiques, pour toutes les tailles d'entreprise, ce qu'est un bénéfice imposable, laissant à chaque État la possibilité de mettre le taux qu'il veut sur cet impôt qui serait identique. Et je regrette que cette proposition n'ait pas été en tête des priorités de la France. On a fait, mais peut-être pas assez. Mais on a fait, c'est-à-dire qu'on a engagé le processus, mais
nous n'arriverons à lutter efficacement contre ces tentatives d'évasion fiscale, c'est pas de la fraude, c'est de l'évasion, c'est de l'évaporation fiscale, que si nous avons le même système dans les 27 pays européens. Alain Lamassoure, restez avec nous, on va continuer à parler d'histoire avec notre rubrique. Ce jour-là, on se penche ce mois-ci sur le 3 et 4 décembre 1998 à Saint-Malo, en Bretagne. Un sommet franco-britannique a servi à poser les bases de la politique de défense européenne. C'est ce que nous précise Philippe Le Guen, coordinateur adjoint pour le Parlement européen de la Maison Jean Monnet, basé à Bazoches-sur-Guyonne, dans les Yvelines. C'est un sommet dans le cadre de la présidence française à l'époque de l'Europe. C'est sous la présidence de Jacques Chirac. Le Premier ministre britannique, c'est Tony Blair. Et là, on commence dans le prolongement de la politique européenne de sécurité et de défense. On commence à concrètement regarder des deux pays, la Grande-Bretagne et la France, si finalement on n'est pas prêt à évoluer sur les questions de défense, c'est-à-dire que la France, commençant à quitter sa politique un petit peu qui lui est propre depuis le général de Gaulle, les Britanniques amorçant aussi un rapprochement vers l'Europe. Alors c'est qu'un début, mais c'est une étape importante. D'ailleurs, c'est une étape qui va peut-être aussi redevenir dans l'actualité avec la question du Brexit, puisque si les Britanniques quittent l'Union européenne, en tout cas en niveau de défense, la Grande-Bretagne et la France sont quand même les pays qui ont le plus les plus grandes armées, les armements les plus modernes et les budgets les plus importants en termes de défense. Donc là aussi, il y aura des nouveaux accords à trouver pour que les Britanniques restent arrimés à l'Europe au niveau de la défense commune, puisqu'entre-temps, en plus, d'autres menaces sont intervenues par rapport à l'époque du traité de Saint-Malo. On est sur des accords de Saint-Malo, on est maintenant sur des menaces qu'on connaît tous, terroristes en particulier, des menaces beaucoup plus globales, des menaces aussi qui touchent la sécurité informatique. Tout cela était balbutiant à l'époque et on voit bien aujourd'hui qu'il faut une réponse globale européenne, pour le moins, pour pouvoir faire face à ces menaces. Donc il est évident que ce qui a été initié à l'époque à Saint-Malo redevient plus que jamais d'actualité aujourd'hui dans un nouveau contexte européen. Une question encore, Alain Lamassoure, sur cette actualité de l'armée européenne qui est revenue dans le débat politique. Emmanuel Macron en a parlé, Angela Merkel a semblé soutenir cette idée. Est-ce que vous y croyez aussi là-dessus? Est-ce que c'est une thématique importante réellement aujourd'hui pour l'Union européenne? Oui, bien sûr. Là aussi, c'est un sujet sur lequel les citoyens sont beaucoup plus européens que leurs dirigeants. Quand, dans le cadre des sondages périodiques que l'on fait, qu'on appelle les eurobaromètres, on demande aux Français, à votre avis, quels sont les sujets qui désormais doivent être traités au niveau européen ou continuer d'être traités au niveau national. 80% des Français citent la politique étrangère et la défense comme devant désormais être traités au niveau européen. C'est du bon sens. Là aussi, c'est une question de souveraineté, et notamment pour la France de lâcher sa mainmise sur la politique étrangère européenne, presque, j'ai envie de dire. Que signifie le mot de souveraineté au XXIe siècle? Est-ce que, en adoptant l'euro, nous avons perdu notre souveraineté? Non. Nous participons. C'est ce que pensent certains, en tout cas. Oui, mais si nous n'avions pas fait ça, nous serions soumis à la politique monétaire de l'Allemagne que la France serait obligée de suivre. Simplement, le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'une Europe de la défense, oui, bien sûr, on commence à mettre en place le début de quelque chose qui ressemble à une Europe de la défense, mais on n'a pas un outil militaire pour le plaisir de faire défiler les soldats le 14 juillet ou le 9 mai. Non. C'est pour appuyer une politique étrangère commune. Et je suis très surpris que la France n'ait pas pris l'initiative de proposer une politique étrangère commune en annonçant par exemple qu'elle mettait à la disposition de l'Union européenne son vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis le départ Ça aurait été un signe en faveur Royaume-Uni, oui, depuis le départ du Royaume-Uni, la France est le seul pays membre de l'Union européenne
qui est membre permanent du Conseil de sécurité, avec un droit de veto sur les décisions du Conseil de sécurité. On terminera cette interview là-dessus. Merci Alain Lamassoure d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du Parti populaire européen, eurodéputé d'Île-de-France. Merci. Le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida, un virus encore présent en Europe et qui continue de propager, notamment de se propager en Europe de l'Est. C'est l'objet de notre rubrique Chez nos voisins. Ça se passe comment avec Olivier Janouex d'Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Donc, selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, on a constaté sur l'année 2016-2017 une augmentation de 160 000 cas de personnes infectées par le VIH. On a constaté que la hausse la plus importante en termes de nombre de personnes infectées par le VIH en fait a eu lieu en Estonie où on a eu plus 365 cas de personnes infectées et le pays le moins touché c'est la Slovaquie avec une augmentation seulement de 87 cas. Les pays de l'Union européenne ont mis en place différentes initiatives, que ce soit pour faire de la prévention ou pour lutter concrètement contre la maladie. On peut prendre le cas par exemple de l'Estonie qui a décidé d'injecter 20 millions d'euros dans sa politique de santé afin d'améliorer la prise en charge financière, notamment pour l'achat des médicaments pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une trithérapie. Si on prend le cas de la France, alors là, au niveau de la France, on va davantage agir sur ce qui est la prévention, notamment avec de la mise à disposition gratuite de préservatifs pour les jeunes de moins de 25 ans. Il existe aussi d'autres formes de prévention, par exemple au niveau du Royaume-Uni, on a constaté ces dernières années en fait une augmentation du nombre de bus itinérants qui se déplacent de ville en ville afin d'organiser des tests de dépistage au sein des villes pour les personnes qui passent. C'est la fin de ce 7-8 Europe. Merci aux équipes du Parlement pour la réalisation de cet entretien. On se retrouve en 2019 pour un nouveau numéro du 7-8 Europe. D'ici là, vous retrouvez cette émission replay sur tv78.com ou l'application TV78. Merci beaucoup et bonne soirée.